Salut, c'est les Jérôme. Allez, maintenant qu'on a stabilisé le mur de refend des cheminées, on reprend le retrait de cette poutre du mur. Si vous débarquez sur la chaîne, on a expliqué dans de précédentes vidéos pourquoi il est là et ce qui pose problème. On a mis quelques liens dans la description. Sans plus tarder, c'est parti. On commence par dégager la poutre sur le dessus et le dessous pour permettre d'utiliser la tronçonneuse. On travaille par tranche de 50 cm maximum pour ne pas mettre en péril la stabilité assez relative du mur. Après, un peu de nettoyage et tamisage de la terre. Oui, car ensuite, avec la sciure du bois qui tombera du sol, ce ne sera plus possible de récupérer la terre et le sable. Et on peut encore débuter un morceau. Et puis hop, un peu de maçonnerie pour reboucher avec des pierres. Alors on cale bien solidement toutes les pierres, quitte à insérer des plus petites dans les joints. En maçonnant normalement, il n'y a pas besoin de faire cela, le joint doit d'ailleurs offrir une certaine souplesse. Mais ici, on veut absolument que ce mur ne puisse pas bouger d'un poil au fur et à mesure du retrait du bois, ce qui pourrait arriver si à chaque étape ça bouge un petit peu. Bon, après de nombreuses années de bons et loyaux services, il va nous falloir un nouveau maillet. Allez hop, morceau suivant. Derrière, on peut voir que le crépi-ciment suit les formes arrondies du bois, puisque le biais est parti. La poutre devait déjà être assez endommagée quand le crépi a été posé. On vous passe la maçonnerie, bon, c'est toujours la même chose, et on continue. Ici, le bois est tout de même en meilleur état. Oui, il fallait tout de même bien que la façade repose quelque part. Alors, on a essayé de débiter la partie saine du bois, en vue de pouvoir la réutiliser, mais même au centre, il y a des trous de xylophage. On verra bien si on lui trouve un usage. En attendant, on arrive au pilier central qui séparait les deux ouvertures, et on peut voir dans la poutre un trou qui, on pense, devait accueillir les gonds de la porte, et qui devait être assez impressionnante au vu du trou. Avec ce morceau, ça veut dire qu'on a passé la moitié de la poutre. Comme on peut le voir ici, à chaque étape, lors de la maçonnerie, on décale bien nos pierres pour ensuite pouvoir continuer la maçonnerie en croisant bien les pierres et éviter les ruptures de joint. Les pierres du dessus tiennent encore avec le crépi, dans lequel on peut voir tous les clous qui étaient plantés dans le bois. Mais dans du bois aujourd'hui pourri, et plus rien ne tenait vraiment, sinon enlever les morceaux aurait été plus difficile. Les clous servent à maintenir une armature métallique qui a été placée sur le bois pour que l'enduit-ciment ne fissure pas. On démonte encore quelques pierres maçonnées au ciment à cet endroit, puis on s'arrête là avec le retrait de la poutre car on va placer ici une autre poutrelle. Cela pour la structure du premier étage, et c'est pile là qu'elle vient. Entre les deux fenêtres de la façade sud. Et de ce côté, il faut ouvrir un trou dans la maçonnerie. On ouvre par ici, on referme par là, ça va dans tous les sens. Et voilà.
On prépare ensuite des morceaux de prélato précontraint en guise d'acelets, qui n'en sont pas vraiment, pour l'appui des poutrelles. Et à cet emplacement également, comme on l'a fait pour la poutrelle centrale, on va installer un tirant de façade. Il faut donc dans le même temps faire l'ouverture des deux côtés à travers la façade, depuis l'extérieur pour pouvoir ancrer le plat métallique. Alors du côté nord, c'est assez étrange, il y a une grosse profondeur avant de retrouver les pierres du mur. Enfin, sauf en dessous, on a déjà repris la maçonnerie, et où on aurait d'ailleurs dû laisser un peu plus d'espace à vrai dire. Mais au-dessus, il y a comme un rebouchage ou devanture faite de briques par devant les pierres. On en apprendra certainement plus quand on s'attaquera à la façade. Tout est ouvert de part en part, on peut placer la poutrelle. Puis on va mettre en place le tirant. Et comme on l'avait pensé après avoir placé le premier tirant, on a étêté quelques clous pour les utiliser comme remplissage dans la grande cavité à remplir pour souder les tiges aux poutrelles. Et comme ça, à première vue, ça simplifie bien les choses, le premier cordon est beaucoup plus propre et facile à faire. Puis il faut bien tout remplir. Bon, la soudure est à nouveau loin d'être parfaite, mais suffisante, et finalement on s'améliore. Pareil des deux côtés. Puis on a placé temporairement les barres en vue de la maçonnerie pour bien aller contre. Alors dans la vidéo, on vous a expliqué la mise en œuvre du tirant. On a oublié de vous dire que ces plats, qu'on a commandés avec nos poutrelles, on les a fait percer, car ce sont de gros trous et le métal est très épais. Et avec notre petite foreuse, ça n'aurait pas été. On a un ami ferronnier qui nous a très gentiment proposé qu'on passe à son atelier et il nous a fait les trous dans les plats. Avec une perceuse à colonne, assez impressionnant comme ça a l'air d'aller tout seul, comme dans du beurre. Merci Denis. La maçonnerie peut alors reprendre des deux côtés contre le plat métallique. Une fois que le mortier est tiré, on retire le plat. Ça nous permet de colmater les quelques trous derrière pour un bon contact. Pour ensuite placer le plat définitivement et serrer tout ça. Bon, sans oublier les couches d'anti-rouille. Allez, on reprend le retrait de la poutre. Il ne reste plus que la partie dans la neige entre ces deux fenêtres. Cette partie est vraiment la plus en mauvais état. Le bois est vraiment foutu, et on se demande comment ça tient encore. Bon, puisqu'on en parle... Ah oui, ben, ça ne tient pas. Au-dessus, on peut voir que les pierres du seuil de la fenêtre ont suivi le mouvement du bâtiment et n'ont pas pu le supporter, et elles sont brisées en plusieurs morceaux. Et puis celle sur la gauche bouge facilement. Il va falloir retirer tout ça pour plus de sécurité. Elles sont tout de même assez lourdes, alors on les pose sur la poutrelle. La partie à droite, elle, ne bouge pas du tout et semble bien calée. À nous, le reste de la poutre. On continue d'en dégager les contours, et derrière c'est assez fou, il n'y a plus que du bois pourri, ça fait des belles cavités.
et le bois est trempé sur l'arrière, comme on peut mieux s'en apercevoir une fois le billon retiré. Certainement des infiltrations causées par les fissures dans le crépi et les pierres fendues de la fenêtre. Ici aussi, on va reprendre la maçonnerie au plus près pour bien soutenir les jambes des ouvertures avant d'aller plus loin. Et il en faut des pierres. Heureusement, on en a. Et en plus de celles récupérées sur le terrain, on en avait rassemblé quelques-unes. Notamment lors du démontage d'un passage rebouché au premier étage, on avait rassemblé toutes ces pierres dehors, au pied du bâtiment, sous l'emplacement de la poutre. Car à ce moment-là, on pensait qu'on devrait retirer le crépi sur la surface du bois pour pouvoir l'en extraire et maçonner des deux côtés. Mais en fait, on s'en sort très bien comme ça, et en fait ça nous arrange bien de ne pas trop retirer le crépi pour l'instant. Voilà, maintenant c'est bien soutenu. On va maintenant retirer tout ce qui reste de la poutre. Et aussi toutes les pierres car on va remplacer ce lateau. C'était une réparation qu'on avait fait faire au début du projet quand on était assez inquiet de l'état du bateau en bois à cet endroit lorsqu'on l'avait découvert. Mais avec le recul, on n'aime plus trop cette solution. Comme la maçonnerie a déjà été refaite ici, c'est autrement plus solide et difficile à démonter. Et puis, avant le mélange avec du bois pourri, trier et ranger les gravats. La pierre du seuil tient toujours bien, alors on va déjà retirer une partie du bois pour voir comment cela se comporte. Bon, et puis finalement, à force de triturer le bois, ça a fini par la déchausser un peu. Ce qui nous a permis de la retirer, elle aussi, en direction de la poutrelle. C'est du lourd, hein? Encore un morceau. Et puis hop, c'est fini. Tout le bois est retiré. Tout au long du retrait, les morceaux les plus moches, on les a fendus sur place. Ça nous fait un tas de belles bûches qui nous ont bien chauffé cet hiver. Pas qu'on en manque, mais bon. Et donc, comme on le disait, on est assez content de ne pas avoir dû retirer le crépi. Ça nous a vraiment protégé des intempéries. Et puis aussi, ça a diminué la charge de travail, car toute la rangée des pierres au-dessus tient encore grâce à cela. C'est toujours ça qui ne sera pas à démonter et à reprendre. Des deux côtés, les rangs de pierres sont décalés pour que l'appareil soit cohérent une fois qu'on remontera le mur. Mais d'abord, on va retirer ce prélateau. Et derrière, aïe aïe aïe! Le lateau en pierre est en piteux état, il est fracturé de partout, tout comme le crépi. Et à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir, et on n'a pas tardé à voir suinter de l'eau d'un peu partout sur le ciment. C'est pas pour rien que la poutre était toute mouillée. Bref, tout ça, ce sera pour les travaux de façade. À la place du lateau, ici aussi, on va faire une voûte. Et comme on a trouvé que cela fonctionnait bien avec la précédente voûte, on va façonner des sommiers en pierre de taille. On en a récupéré dans les gravats, et par chance, un des deux a déjà quasi la bonne forme, avec la bonne inclinaison, adaptée à notre arc. On les coupe donc à dimension.
puis quelques ajustements pour que cela rentre. Et on pourra poser nos sommiers. Ensuite, pour les briques, la profondeur de la voûte est moindre que celle du passage qu'on a fait précédemment, puisqu'ici, ce n'est que le parement intérieur du mur. Et du coup, même 2 briques, c'est encore trop long. Il nous faut une entière et une brique aux 2 tiers. Ce serait dommage de couper des briques entières quand on a tout un tas complet de fragments de briques. On est donc allé se servir. Puis trier celles qui conviennent. Et enfin recouper les briques un peu trop longues à la bonne dimension. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Il reste encore à réajuster le cintre pour cette voûte qui est plus étroite mais dont la portée est aussi un peu plus courte. On va donc utiliser le même tracé, donc le même rayon. La voûte sera encore un petit peu plus surbaissée, mais cela ne pose aucun problème pour sa stabilité. L'épaisseur étant moindre et le dessus du cintre identique, on trace la ligne symbolisant la limite pour les briques sur la plaque servant de guide. Et comme la chaux a tendance à effacer les lignes et qu'on compte encore s'en servir quelques fois, on a passé une huile sur le dessus pour protéger les tracés. Alors c'est parti! Les sommiers sont maçonnés. Et pendant ce temps-là, toutes les briques sont nettoyées parce qu'il y en avait beaucoup avec de la terre dessus. Et au passage, ça les mouille bien, ce qu'on aurait dû faire de toute façon. On pose le cintre. Bien ajusté. Et la maçonnerie peut commencer. Alors oui, on a un peu exagéré avec le fil pour orienter les briques précédemment. Vu que la voûte ne sera au final pas visible, la pose sur le cintre suffit amplement pour l'orientation des voussoirs. Un côté d'abord, puis de l'autre. Et on termine avec les claveaux centraux en guise de clé. De nouveau pour terminer, encore un peu de maçonnerie. On n'aura jamais fait autant. Puis on retire le cintre. Dernière rangée de pierres où on essaie de ne pas dépasser un certain niveau pour garder la place pour reposer les pierres de seuil de la fenêtre. Et ça, ce sera pour plus tard, une fois les planchers remontés. Voilà, c'est fini pour cette ouverture. Et puis aussi, c'est fini pour le retrait de la poutre en bois. On doit vous avouer que c'est un soulagement. On avait identifié ce problème assez tôt sur le bâtiment, et cela nous tracassait vraiment, cela semblait hors de notre portée. Mais voilà, on y est parvenu. Et avec les poutrelles et tirants installés, on est maintenant rassuré quant à la stabilité de ce mur. On va continuer sur notre lancée avec le remplacement des linteaux par des voûtes, tout ça dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.